Bonjour encore, c'est Québec-Sic, je suis John Allure et encore maintenant voici Tracy Wing. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec-Sic, écrit et recherché par John Allure. Dans une pièce où les gens entretiennent unanimement un complot de silence, un mot de vérité résonne comme un coup de pistolet. C'est une petite citation de Czesław Milosz que je trouve qui règne que c'est très pertinent en ce moment. Ça fait depuis le mois de janvier là, qu'on vous parle de Sherbrooke, qu'on vous dit qu'il y a des choses, pas de belles choses qui se sont passées là, qu'il y a des choses qui ont été cachées. Puis, je l'ai dit souvent au début, là, pas dans ma cour. Puis le pas dans ma cour, ça veut dire que quand c'est trop proche, quand c'est dans notre cour, on ne veut pas en parler. Moi, avec le décès de mon fils, il y a juste 4 ans, j'ai tout fait. J'ai tout fait pour que j'apprenne la vérité. Et la semaine dernière, j'ai vu les policiers, je les ai entendus et ça leur aurait jamais arrivé si je m'aurais fermé la gueule comme ils auraient voulu. Comme ils m'ont demandé à plusieurs reprises. Madame Wing, allez pas aux médias. Madame Wing, on va tout vous dire. 3 pages, c'était pas assez pour moi. Je vous dis ça aujourd'hui parce que plusieurs personnes qui n'aiment pas trop ce que John a à dire, ce que je répète pour lui, mais on est là encore, on continue, on est convaincu de ce qu'on dit. On n'est pas des personnes irresponsables. Alors, c'est backé, qu'est-ce qu'on vous dit là? Je sais que c'est pas facile quand c'est dans ta cour. Mais, voilà. En décembre 2021, la Sûreté du Québec a demandé à John de recommencer à balado-diffuser et à écrire sur le cas de Teresa, dans le but de susciter l'intérêt dans l'espoir que quelqu'un se présente avec des informations sur les frères Lachance et le troisième homme dans l'événement de Lennoxville de 1978, le conducteur de l'automobile. De plus, la SQ ne connaissait pas l'histoire de Régis Lachance, le meurtre de Carole Fecteau, suivi des doubles meurtres de Raymond Grimard et Manon Bergeron, le procès de Fernand Laplante et l'incendie du motel Aloha, et comment Régis Lachance était le témoin vedette et un délateur de la police. Ils lui ont demandé d'expliquer tout cela en détail, afin qu'il puisse mieux comprendre les faits entourant la prétendue confession de Lennoxville. Il y a une sorte d'ironie dans le fait que la police, encore une fois, demandait à John de faire leur enquête. Quand John y pense, il a accompli plus en un jour que ce qu'ils ont produit en plus d'1 an. C'était en juin 2021 quand ils ont fait leurs entrevues d'Alex devant la caméra. John peut soit s'en plaindre ou soit sourire et continuer le travail. Il y a environ 1 mois, John a reçu le message suivant sur Facebook de la part d'une personne qui suit la série. « Allô, tu peux me donner un coup de fil?
C'est à propos de Régis Lachance. Être contacté à froid comme ça est toujours une affaire angoissante. John a vérifié leur profil Facebook. Beaucoup de motos, ils ont déjà possédé une Harley et une Triumph Bonneville. Une fois que John a dépassé sa peur qu'ils veulent le passer au bat, il les a appelés. Mais il n'y avait rien d'effrayant. Noël, nous on va l'appeler Noël, voulait l'aider. Et ce qu'il voulait lui dire, c'est qu'il pensait que Régis Lachance était responsable du meurtre de Roland Giguère, l'entrepreneur de poulets frits assassiné le soir d'Halloween en 1969, le plus ancien homicide non résolu de Sherbrooke. Jean-Claude Lachance, décédé en 2018, était le frère cadet de Régis Lachance. Jean-Claude était un contractuel qui travaillait dans le monde interlope de Sherbrooke, mais pas exclusivement. Jean-Claude a commis plusieurs incendies criminels pour le compte de la police, dont l'incendie d'un hôtel au centre-ville de Sherbrooke. Jean-Claude possédait de nombreux immeubles à Sherbrooke, dont le restaurant Claude Submarine sur la Belvedere, en partenariat avec Régis. Vous pouvez regarder sur la carte si vous êtes sur notre chaîne YouTube. Les policiers de Sherbrooke étaient intimidés par Jean-Claude, devenant souvent amis avec lui, ce qui semblait plus facile que de l'arrêter. Jean-Claude tenait un bar, un speakeasy dans le sous-sol de sa maison, et les policiers étaient souvent invités. Jusqu'en 1979, année où elle a accidentellement brûlé, Jean-Claude Lachance a vécu dans une maison située au 2151 boulevard Queen, ou la route 143, à environ un demi-mille de l'endroit où le bunker des Hells Angels de Lennoxville allait être construit. On ignore s'il s'agit de la maison où se trouvait le bar clandestin, mais cela expliquerait beaucoup de choses. Jean-Claude avait le même mode opératoire que son frère aîné Régis, qui consistait à brûler Sherbrooke pour faire de l'argent. Il a plus que probablement été formé par Régis au comportement criminel. Jean-Claude était un pyromane, mettant le feu à des entreprises et des chalets d'été. Il a volé des banques, des coffres-forts et les salaires des employés. Il a commis des meurtres, probablement responsable de 7 meurtres à forfait. En fait, c'était la principale raison pour laquelle Noël ne pensait pas que Jean-Claude était impliqué dans le meurtre de la sœur à John, car il ne commettait des crimes que pour de l'argent. Jean-Claude Lachance était tellement impliqué dans les activités criminelles de la région de Sherbrooke qu'il avait pratiquement son avocat, maître Jean-Pierre Rancourt, sous contrat permanent. Et il intimidait souvent le jeune avocat pour qu'il fasse de ses affaires une priorité. Jean-Claude et Régis Lachance ont toujours travaillé pour la famille Charland et ont eu plusieurs relations d'affaires avec elle, y compris la possession d'immeubles appartements avec les Charland. Yvon Charland a ordonné plusieurs meurtres à forfait par l'intermédiaire des Lachance, donc certains ont été refusés par ces derniers, notamment en Floride. Il était bien connu dans la région que Jean Charland avait assassiné une femme. Le meurtre de Roland Giguère doit être le secret le plus mal gardé à Sherbrooke. John croit que tout le monde dans la ville, y compris la police, sait qui a tiré sur Giguère le soir du 31 octobre 1969, mais personne n'a le courage moral de se lever et de faire quelque chose à ce sujet. Si vous pensez que John ne sait pas comment fonctionne une conspiration du silence, sachez que John vient de Saint John, au Nouveau-Brunswick, où a eu lieu le meurtre de Richard Olin. C'est comme ça. Et moi, personnellement, je connais une femme qui s'appelle Bridget Tolley. Sa mère a été tuée en voiture. Elle a été frappée par une voiture de la SQ à Maniwaki, près de Gatineau. Et c'est l'oncle et le frère qui ont enquêté
la personne qui chauffait le véhicule de la SQ. C'est incestueux. Moi, c'est comme ça, je le vois. Surtout aujourd'hui, après ce que j'apprends à tous les jours de John, de par mes propres recherches. Puis aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose qui change. Tu sais, on dit bien, j'aimerais bien aider, mais je fais des affaires avec son frère, ou je sais certaines choses, mais bien sûr, ce policier était son cousin, et ainsi de suite. Eh bien, moi et John, on a une réponse à ces excuses. Les victimes, elles étaient aussi la fille, la cousine ou la sœur de quelqu'un. Elles méritent la justice. Elles méritent mieux. Pas un mur de silence. C'est comme une production d'Oedipus Rex par les acteurs de la communauté. Qui va résoudre le plus vieux meurtre de Sherbrooke? Qui est responsable? Vous l'êtes, Sherbrooke. Vous avez tué Roland Giguère par votre silence et votre complicité. C'est votre pestilence. Vous l'assumez. Pas dans ma cour. Il est amèrement amusant de voir René-Charles Quirion jouer le détective tout en présentant dans un encadré de nouvelles certains des autres meurtres du probable coupable. Douglas Patrick, l'un des 3 associés de l'entreprise Pat's Fried Chicken, rappelons qu'ils étaient 3, Patrick, Giguère et Yvan Charland, a passé un contrat pour le meurtre de Roland Giguère par l'intermédiaire d'Yvan Charland. Charland a ensuite payé Rigier et Jean-Claude Lachance 10 000 $ pour assassiner leur partenaire commercial. Si cela est exact, alors les mots de Mme Giguère sonnent justes, à savoir que son mari a été assassiné par quelqu'un qu'il connaissait bien et que les meurtriers avaient été protégés par certains individus au détriment des enquêteurs. John suppose que le coup en fait a coûté 10 500, car rappelons que c'est Douglas Patrick qui, le premier, a offert une récompense de 500 $ pour toute l'information menant à l'arrestation du coupable, ce qu'il savait ne jamais se réaliser à Sherbrooke, où tout était payé et compromis. Rappelons également que Roland Giguère est resté en vie 1 semaine de plus à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke. Régis Lachance a rendu visite à Giguère à l'hôpital et lui a rappelé qu'il avait encore une femme et 6 enfants et qu'il devait se taire, sinon il leur ferait du mal. Comme dans le cas du meurtre de la fille de Lennoxville, où Gérald a blâmé Régis pour le meurtre lui-même, il y a désaccord sur qui a réellement appuyé sur la gâchette dans le cas de Roland Giguère. Jean-Claude a dit que c'était Régis, et Régis a blâmé Jean-Claude. Et la seule raison pour laquelle l'affaire Roland Giguère a été réouverte en 2004 était due à des frictions entre les frères Lachance. Régis avait menacé Jean-Claude au sujet de certaines de ses autres activités criminelles. Alors Jean-Claude s'en est pris à lui et a appelé la police de Sherbrooke pour leur dire que c'était Régis qui avait tué Roland Giguère en 1969 et que Jean-Claude le savait parce qu'il conduisait la voiture de fuite. À ce moment-là, la police a interrogé Douglas Patrick qui était en train de mourir d'une maladie. Pour soulager sa conscience, peut-être, Patrick a avoué à la police que 35 ans plus tôt, il avait ordonné le contrat sur son ancien partenaire d'affaires. La police de Sherbrooke aurait en sa possession une déposition signée par Régis Lachance affirmant que Jean-Claude a tiré sur Roland Giguère. De plus, la police savait que l'arme utilisée pour assassiner Roland Giguère avait été cachée pendant des années dans la maison de la sœur de Régis, Lauriane Lachance. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En 1975, Régis et Jean-Claude ont été arrêtés pour avoir agressé Lauriane, qu'ils ont poussée à travers une porte vitrée.
On ne voit pas ça tous les jours dans une famille, commente le président du tribunal. Maître Jean-Pierre Rancourt représentait la couronne dans cette affaire et travaillait comme procureur à l'époque. Lors de la réouverture de l'enquête au début des années 2000, le détective Michel L'Italien était en charge du dossier Giguère. La raison pour laquelle l'affaire n'a jamais avancé est que Jean-Claude avait fait en sorte que l'Italien et lui deviennent amis. Jean-Claude a été brièvement interrogé, puis relâché immédiatement. Les deux frères étaient amis avec Normand Plourde, l'enquêteur des incendies de la SQ qui avait rencontré Régis au quartier général de la police avant l'incendie du motel Aloha. Lorsque John a tenté de contacter l'Italien, la police de Sherbrooke lui a informé qu'il avait pris sa retraite et qu'il enseignait maintenant la procédure policière à l'Université de Sherbrooke. Lorsque je les ai contactés, il est aperçu que l'Italien avait également pris sa retraite de cette université. Je l'ai donc appelé et lui ai laissé un message disant que je voulais discuter du cas de Roland Giguère. Michel L'Italien n'a pas répondu à ces appels. Jusqu'à quel point la police a-t-elle essayé de résoudre une affaire classée comme celle de Roland Giguère? Pas vraiment. Puis pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris la peine de s'engager réellement dans la communauté sherbrookoise et d'essayer de parler aux gens de peur que l'enquête ne les désigne. Et même s'ils l'avaient fait, ils ne seraient pas allés très loin, parce que personne ne fait confiance à la police. Les habitants, les résidents de Sherbrooke sont depuis longtemps trompés et déçus par les forces de l'ordre locales. Ils considèrent que leur force de police est corrompue. Ce qui rend cette histoire si intéressante, c'est sa séparation de celle d'Alex. Les deux récits sont propres et indépendants l'un de l'autre, mais ils identifient tous deux Régis Lachance comme un meurtrier. Noël n'était pas au courant du meurtre de la sœur à John, Teresa. Il ignorait que Régis avait travaillé comme délateur de la police et il n'avait jamais entendu parler de Luc Grégoire. Régis et Jean-Claude auraient été impliqués dans l'enlèvement de Charles Marion. Une grande partie de la nourriture utilisée pour nourrir l'otage était du poulet frit fourni par Pat's Colonel Sanders Kentucky Fried Chicken. Les 82 jours de captivité de Charles Marion, le plus long enlèvement de l'histoire du Canada, se sont déroulés à la fin de l'été et à l'automne 1977. Mais le procès de ces ravisseurs présumés a commencé un mois avant la disparition de Teresa et a occupé les tribunaux de Sherbrooke tout au long de l'automne 1978. Le verdict final de culpabilité de Claude Balance n'arrivant qu'en janvier 1979. À son apogée, près de 500 policiers étaient activement impliqués dans l'affaire. J'ai de la misère à le dire sans vouloir sacrer et le crier. 500 policiers pour Charles Marion. Et ces policiers-là, ils étaient où pour Manon, Carole, Raymond et Teresa? La disparition de Teresa a souvent fait la manchette de la presse aux côtés du procès de Marion, ainsi que de l'enquête du coroner sur Raymond Grimard, Manon Bergeron et Carole Fecteau. C'est une chose de dire que le cas de Teresa alors n'a pas été jugé à sa juste valeur parce que les forces de l'ordre étaient préoccupées par ces autres affaires importantes. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas toute l'histoire. Quand on ajoute que l'un de leurs informateurs de la police, Régis Lachance, était le témoin vedette de la Sûreté du Québec dans l'affaire contre Fernand Laplante, que cet informateur de police a été impliqué dans un piège d'incendie criminel la semaine suivante la disparition de Teresa et que Lachance aurait
aussi été impliqué dans l'affaire Marion. Dans cette optique, il ne s'agit pas seulement du fait que la police était trop occupée pour résoudre le cas de Teresa, mais plutôt qu'elle ne pouvait pas se permettre d'examiner trop profondément les meurtres locaux parce qu'elle soupçonnait que la personne qu'elle cachait à la justice pouvait avoir commis les crimes. Si cela vous semble tiré par les cheveux, vous n'avez qu'à regarder Boston, une ville semblable à Sherbrooke, et le cas de Whitey Bulger, qui a échappé aux poursuites pendant des décennies parce qu'il travaillait comme délateur pour le FBI. C'est une histoire qui date de longtemps. On n'a pas besoin vraiment d'aller regarder à Boston. Je suis sûre que faire une petite recherche Google, vous allez avoir plusieurs exemples où la police a juste simplement pas fait sa job pour cacher ce qu'ils ont fait. Lorsque la situation est présentée sous cet angle, d'autres questions d'enquête prennent tout leur sens. La première utilisation médico-légale de l'ADN remonte au début des années 1980. Il est donc logique que la police québécoise choisisse ce moment pour détruire toutes les preuves matérielles de Teresa, ses sous-vêtements, etc., et les preuves de plusieurs autres meurtres. C'est vrai. Faites-en une autre recherche de Google. Il y a des dossiers et des dossiers, des éléments de preuve, les éléments de preuve de dossiers non résolus, détruits. La police pourrait faire cela si elle savait que cette nouvelle technologie pourrait éventuellement être utilisée pour retracer les délinquants qui étaient des délateurs. John soupçonne qu'il y en avait beaucoup comme la chance. Au milieu des années 2000, la Sûreté du Québec a fait tout un plat pour transférer les dossiers de Teresa Allard, Louise Caméran et Manon Dubé de Sherbrooke à son siège central à Montréal. À l'époque, cela semblait être un progrès et pour certains, je suis sûre que c'en était un. Mais d'autres ont sans doute été soulagés de ne plus avoir à assumer la responsabilité, les défis et les maux de tête liés à des affaires qui les touchaient d'un peu trop près. L'un des effets négatifs de cette mesure est qu'en centralisant tous les dossiers dans une seule unité d'enquête sur les affaires non résolues, toutes les connaissances spécifiques et locales des affaires ont été perdues. Les enquêteurs se sont retrouvés à la table à dessein et ont dû enquêter sur les meurtres à partir de zéro, ce qui est une bonne chose pour éliminer les préjugés et les hypothèses institutionnelles, mais une mauvaise chose pour toute chance de résolution rapide. Il a fallu 6 mois pour que John remette à niveau les enquêteurs actuels. Ce n'est pas la première fois au cours des 18 dernières années, depuis la création de l'unité des affaires non résolues de la SQ, que John doit revenir en arrière et expliquer l'affaire aux détectives. Certains soupçonnent que ce transfert de responsabilité est une stratégie calculée, utilisée par la police pour décourager les familles et des victimes. Est-il alors surprenant que l'unité n'ait réussi à résoudre que 10 affaires, sur près de 800 en près de 2 décennies? Cela doit les mettre dans l'embarras, car la SQ a récemment remanié son site web sur les affaires non résolues et a depuis retiré toute information sur les 10 affaires résolues. Tu sais, c'est même pas un 1%, ou c'est peut-être un 1,2% là, de cas, puis ils sont fiers. John était tanné de les attendre. Nous avons parlé la dernière fois de la quasi-impossibilité de relever des empreintes digitales du corps de Teresa. Le fait est que John n'est pas à le faire, car il a quelque chose de mieux. Les empreintes digitales médico-légales. Le portefeuille rouge de Teresa est toujours en la possession de John. Au début des années 2000, la SQ a prélevé de l'ADN masculin sur ce portefeuille. Il a été testé et ne provient pas de
l'empreinte génétique à John, donc l'échantillon ne provient pas de John, de son frère ou de son père qui l'a manipulé. La SQ d'aujourd'hui était très enthousiaste à l'idée de tester l'ADN de la famille, la chance, mais a prévenu qu'avec la paperasse et la congestion bureaucratique, cela pourrait prendre jusqu'à 2 ans. C'est toujours la même maudite histoire, puis je vais vous dire, j'en ai mon casse-plein des raisons pour lesquelles des dossiers n'avancent pas. N'étant pas du genre à attendre, John a fait tester le portefeuille lui-même. En janvier 2022, il a obtenu un prélèvement de joue d'un membre de la famille Lachance. Il ne provenait pas d'Alex ou de Noël. Et nous avons fait envoyer l'échantillon par FedEx à un laboratoire privé aux États-Unis. Le test rapide d'ADN a pris 2 heures. 2 heures, pas 2 ans. Les résultats n'étaient pas concluants, mais il s'agissait d'un ancien échantillon du portefeuille. La SQ possède un échantillon plus récent, prélevé il y a 20 ans. Plus important encore, John possède maintenant un profil génétique de Régis Lachance et de Gérald et de Jean-Claude, par l'intermédiaire de cette famille. Ce dossier génétique a été envoyé à la Sûreté du Québec. La chose logique à faire serait de tester l'échantillon en la comparant à la Banque nationale de données génétiques du Canada. Mais personne ne sait si la SQ a la volonté de le faire et c'est entre ses mains. Il est plus que probable que Régis Lachance a commis des meurtres pendant au moins 1 décennie, probablement plus longtemps, et la police le savait sans doute, et est donc complice de ces meurtres. C'est l'héritage de ce que le détective privé Robert Bulak appelle la prise de raccourci dans les enquêtes. Vous vous en prenez durement au club pour trafic de drogue, mais pas à tous les clubs comme le bar du Cisco, parce que vous protégez le fils du propriétaire. Vous arrêtez un meurtrier possible pour l'assassinat de 2 personnes dans le sud de Lennoxville, mais pas le bon meurtrier. Peu importe. Pour la police, c'était assez proche. Vous punissez les incendies criminels, mais pas tous les incendies criminels, car certains policiers ont une activité secondaire dans ce domaine. Vous buvez et fréquentez des criminels. Puis, des décennies plus tard, vous vous réveillez et vous vous demandez pourquoi vous avez encore tous ces meurtres non résolus à expliquer. C'est ce qu'on obtient quand on choisit la fraternité plutôt que les gens qui ont juré de la protéger, de nous protéger. C'est pas facile d'entendre ce qu'on dit, mais on dit ça parce que on peut faire mieux, on veut faire mieux. C'est sûr. C'est à nous, le peuple, la population, de dire aux policiers, de dire à la SQ, là, c'est assez, là, on veut des réponses. Faites de quoi? On vous remercie encore, si vous êtes encore avec nous, de nous suivre. Partagez vos informations avec nous. On est debout derrière ce qu'on dit, là. On le tient, on y croit. Alors, avec ça, je vais vous souhaiter une très, très belle semaine. Je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. S'il vous plaît, si vous avez des informations sur les choses dont nous avons parlé aujourd'hui, contactez la Sûreté du Québec à 1-800-659-4264. Merci encore. Merci Tracy. C'est Québec-Sic. Je suis John Allure. Au revoir.